Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil du Kansas se couchait doucement derrière les collines ondulées, nappant le ciel d'une lumière d'ambre fondue, comme un tableau vivant aux touches dorées et rosées. L'air était tiède, parfumé d'herbes sèches et de souvenirs d'été. À travers les champs de blé et les silos rouillés, un vieux bus militaire fendit la poussière de la route comme un fantôme du passé. Il s'arrêta dans un grincement métallique à l'arrêt désert de Plainfield, une petite ville américaine oubliée des grandes cartes, figée dans un autre temps. Les trottoirs fissurés, les maisons en bois décoloré, le vieux drapeau qui flottait au-dessus de la mairie, tout respirait une nostalgie immobile. Le sergent James Callahan, 38 ans, descendit en silence. Il était grand, les épaules larges, mais son dos semblait porter plus que le poids de son sac militaire. Ses bottes s'enfonçaient dans le gravier avec une lenteur calculée, comme si chaque pas pesait un peu plus que le précédent. Son visage était marqué. Non pas par l'âge, il était encore jeune, mais par les cicatrices invisibles laissées par les zones de guerre. Ses yeux, autrefois brillants de jeunesse, étaient devenus d'un bleu grave, traversés d'ombres qu'il ne parvenait plus à effacer. Ils avaient vu l'horreur. L'explosion d'un convoi en Irak, les cris d'un frère d'armes en feu, les lettres jamais ouvertes de ses camarades tombés. Il avait été déployé 2 fois en Irak, puis envoyé en Afghanistan dans une mission de contre-insurrection. Il avait survécu à des tirs de roquettes, à la chaleur suffocante des bases reculées, aux nuits interminables de veille. Il avait vu des enfants mourir, des mères hurler, des villes s'effondrer sous les bombes. Il avait appris à dormir avec une arme sous l'oreiller, à se méfier du silence, à faire confiance à personne, sauf à l'image d'une petite fille, sur une vieille photo froissée, rangée contre son cœur. Emily. C'était elle qui lui avait permis de ne pas perdre pied. Chaque soir, avant de s'endormir dans sa tente ou dans un trou creusé à la hâte, James sortait cette photo. Emily, 6 ans, lui faisait un grand sourire édenté, tenant une peluche trop grande pour elle. Il s'imaginait sa voix, ses rires, ses bras autour de son cou. Il lui écrivait mentalement des lettres qu'il n'envoyait jamais, de peur d'y mettre trop de détresse, trop de vérité. Aujourd'hui, il rentrait vivant. Et c'était tout ce qui comptait. Dans son esprit, le retour était censé être un moment de lumière. Il s'était imaginé des dizaines de fois la scène, Emily courant vers lui, ses bras tendus, ses cheveux blonds volant dans le vent, criant « Papa !» au milieu d'une foule de voisins émus. Il s'imaginait tombant à genoux, l'attrapant dans ses bras, l'embrassant en sanglotant comme un enfant, pendant que les cloches de l'église sonnaient et que le drapeau flottait au vent. Mais la réalité le frappa comme une rafale. La maison, située à l'orée d'un vieux champ que James avait lui-même semé, était silencieuse. Il n'y avait pas de ballon, pas de banderole. Pas de rire d'enfant. Pas de cris de joie. Juste le silence, pesant comme une pierre tombale. Il s'arrêta devant la clôture. Son regard balaya la façade, la peinture écaillée, les volets fermés, la boîte aux lettres penchée. Le porche grinçait au vent. Aucune trace de fête, de présence, d'attente. Il fronça les sourcils, un mauvais pressentiment commençant à s'infiltrer dans sa poitrine. Pourquoi personne n'était là? Pourquoi Emily ne courait-elle pas déjà vers lui? Et où était Caroline, sa sœur, censée garder la maison et s'occuper d'Emily pendant son absence? Il monta lentement les marches du perron. Chaque pas semblait résonner dans l'air comme une menace sourde. Sa main trembla légèrement lorsqu'il poussa la porte d'entrée. Elle était entr'ouverte. Un courant d'air chaud et poussiéreux lui frappa le visage. Et ce qu'il allait découvrir au-delà de cette porte, allait marquer le début d'un cauchemar réveillé. En poussant doucement la porte d'entrée, James sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. L'air à l'intérieur était lourd, chargé d'humidité et de moisissure. Une odeur de renfermé, de linge mouillé et de nourriture oubliée flottait dans la pièce. La lumière du jour, filtrée à travers les rideaux jaunis, révélait un intérieur négligé, presque abandonné. Le salon était en désordre. Une pile de magazines usés traînait sur la table basse. Un bol de céréales à moitié mangé, sec depuis plusieurs jours, était resté sur un accoudoir. La télévision, allumée mais sans son, projetait des images fantomatiques dans la pièce silencieuse,
comme un murmure étouffé du monde extérieur. James s'avança lentement, comme dans un cauchemar où le temps ralentit. Il appelait, la voix pleine d'espoir. « Émilie ? Chérie, où es-tu ? Papa est rentré. » Pas de réponse. Aucun petit pas qui accourt. Aucun rire. Aucun cri de joie. Juste le ronronnement absurde de l'écran. Soudain, une silhouette apparut dans l'encadrement de la cuisine. C'était Caroline, sa sœur cadette. Elle portait un pantalon de survêtement froissé et un vieux t-shirt délavé. Ses traits étaient tirés, ses cernes profonds. Elle s'essuya les mains nerveusement sur un torchon taché, comme si elle venait de faire quelque chose qu'elle voulait cacher. « James » murmura-t-elle. « Tu es rentré plus tôt que prévu. » Il la fixa droit dans les yeux, son cœur battant de plus en plus vite. « Où est Émilie ?» Un silence pesant s'installa. Caroline baissa les yeux, incapable de soutenir son regard. Elle hésita, cherchant ses mots, visiblement embarrassée, honteuse, ou coupable. « Suis-moi » dit-elle finalement, la voix étranglée. Sans un mot de plus, elle se retourna et sortit par la porte arrière. James la suivit, le pas lourd, la mâchoire crispée. Chaque foulée dans l'herbe humide semblait l'éloigner de l'image qu'il avait tant de fois rêvée pendant son service. Le jardin, autrefois rempli de fleurs et de rires, était désormais laissé à l'abandon. Les arbres fruitiers qu'il avait plantés étaient secs, les branches pendantes, comme fatiguées de porter la vie. L'herbe était haute, piquetée de mauvaises herbes, et la clôture arrière s'était effondrée en partie. Ils dépassèrent le vieux cerisier sous lequel Émilie aimait lire avec sa mère autrefois. James sentit un frisson lui parcourir l'échine. Puis, derrière la grange rouillée, apparut l'ancienne porcherie. Une cabane en bois, penchée sur un côté, aux planches moisies et au toit affaissé. Il s'en souvenait. Il l'avait réparée, cloué chaque planche lui-même avant de partir. Mais jamais il n'aurait imaginé que cette porcherie deviendrait un abri pour sa propre fille. Caroline s'arrêta. Elle pointa du doigt. « Elle est là-bas » murmura-t-elle, presque inaudible. « Là-bas » répéta James, incrédule. Sa voix monta d'un cran. « Tu veux dire, là, dans cette cabane ?» Sans attendre de réponse, il bondit vers la porte. D'un geste brutal, il l'ouvrit d'un coup de pied. Les gonds rouillés crièrent. Une odeur âcre, mélange de paille humide, de poussière et de déchets animaux, s'échappa de l'ouverture. Et là, dans la pénombre, James vit ce qu'aucun père ne devrait jamais voir. Sa fille. Émilie. Petite, frêle, couchée sur une couverture sale étalée dans un coin. Un vieux cochon rose, gras et sale, nommé Hank, était blotti contre elle comme un animal de compagnie fidèle. Il grognait doucement, protecteur. Émilie dormait profondément, son petit bras enroulé autour du cou de l'animal. Sa robe, déchirée, laissait voir ses jambes couvertes de boue séchée. Ses cheveux étaient emmêlés, son visage sale, creusé par la fatigue, mais elle souriait en dormant. Un sourire doux, comme si ce lieu de misère était devenu un refuge. James resta figé, incapable de bouger, le souffle coupé. Comment était-ce possible? Comment sa fille, son trésor, avait-elle pu finir ici? Pourquoi personne ne l'avait protégée? À cet instant, Émilie ouvrit doucement les yeux. Elle cligna plusieurs fois, désorientée. Puis son regard se posa sur la silhouette de James dans l'encadrement de la porte. Un éclat traversa ses yeux. Elle chuchota, d'une voix brisée. « Papa ?» Et sans réfléchir, elle se leva d'un bond, trébucha sur la paille, et courut vers lui. James serra Émilie contre lui comme s'il avait peur qu'elle disparaisse de ses bras. Son cœur battait à tout rompre, envahi d'un mélange violent de soulagement, de chagrin et de rage contenue. Sa main caressait doucement les cheveux en bataille de sa fille. Il sentait la saleté, la crasse accumulée, mais aussi une chaleur douce, un rythme de respiration qui se calquait sur le sien, comme si leur cœur essayait de se recoller l'un à l'autre. « Qu'est-ce que tu fais ici, princesse ?» murmura-t-il en retenant ses larmes. « Pourquoi tu n'es pas à la maison ?» Émilie leva vers lui un regard fatigué, mais paisible. Elle hésita un instant, comme si elle avait peur de dire ce qu'elle pensait vraiment. Puis elle chuchota,
la voix fluette et calme, presque résignée. Je me sens mieux avec Hank. Ici, personne ne me crie dessus. Ces mots, simples, honnêtes, déchirants. James sentit sa gorge se nouer. Il ferma les yeux, une seconde, pour contenir l'onde de douleur qui menaçait de l'engloutir. Ce n'était pas seulement une phrase d'enfant. C'était un appel au secours, déguisé en constat. Il la serra un peu plus fort, comme pour la protéger de tout ce qu'elle avait vécu sans lui. Puis, lentement, il se releva, Émilie toujours blottie contre son torse, ses bras autour de son cou, son visage enfoui contre son épaule. Quand il se retourna vers Caroline, son regard n'était plus celui d'un frère, ni d'un vétéran. C'était le regard d'un père qu'on avait trahi. Un regard brûlant, droit, implacable. « Explique-moi maintenant. » Sa voix était calme, glaciale, mais chargée d'une colère sourde. Une colère plus dangereuse encore que des cris. Caroline resta figée, comme si elle avait été frappée. Elle recula d'un pas, et ses mains commencèrent à trembler. Ses yeux se remplirent de larmes. « James, je suis désolé. » Il ne répondit pas. Il la fixait toujours. Attendant. Exigeant la vérité. Alors elle baissa les yeux, incapable de soutenir son regard. Et elle parla. « Après ton départ ? » Mélissa a commencé à changer. Elle était déjà fragile avant, mais là, elle ne sortait plus du lit. Elle ne mangeait presque plus. Elle pleurait tout le temps. Et un matin, elle a dit qu'elle allait prendre l'air. Elle inspira, sa voix se brisa. Elle n'est jamais revenue. On a cherché. La police aussi. Rien. Pas une lettre. Pas un mot. Disparu. James sentit son cœur se serrer. Il s'était préparé à toutes les éventualités à la guerre, sauf à perdre la mère de sa fille sans explication. Caroline continua, d'une voix étouffée. J'ai essayé, vraiment. Mais j'étais seule, avec mes 3 enfants, je venais de perdre mon boulot. Et Émilie, elle pleurait tout le temps. Elle appelait sa maman dans son sommeil. Je ne savais pas quoi faire. J'ai fait comme j'ai pu. Je lui ai dit de dormir dans la chambre des jumeaux, mais elle n'arrêtait pas de pleurer, de hurler la nuit. Elle jeta un regard vers la porcherie. Et puis un jour, je l'ai trouvée là-bas. Avec Hank. Elle riait. Pour la première fois depuis des semaines. Elle renifla, essuya ses joues mouillées. Elle dormait mieux là-bas. Elle souriait à nouveau. Je me suis dit, que peut-être, c'était mieux pour elle. Que ça lui faisait du bien. Alors j'ai laissé faire. Un silence glacial tomba. James ne dit rien. Il la regarda longuement, les yeux vides d'émotion, mais l'âme en feu. Il aurait pu hurler. Il aurait pu lui cracher sa colère, lui reprocher son absence, son abandon, son incompétence. Mais il n'en avait plus la force. Il n'y avait rien à dire. Les mots n'auraient pas réparé ce qu'il venait de voir. Ils n'auraient pas effacé les nuits froides d'Émilie, ni les cris qu'elle avait endurés seule dans le noir. Alors il serra Émilie un peu plus fort contre lui, tourna lentement les talons, et quitta la porcherie. Il traversa le jardin à grandes enjambées, sans un regard en arrière. Le vent soufflait légèrement, soulevant les cheveux emmêlés de sa fille. Elle ne disait rien, mais s'accrochait à lui, confiante. Ils revinrent à la maison. La vieille maison vide. Silencieuse. Brisée. Ce soir-là, quand James rentra à la maison avec Émilie dans ses bras, la lumière du salon avait perdu son éclat poussiéreux. Elle brillait désormais d'une douceur nouvelle. Une lueur chaude, presque sacrée. Il ne parla pas. Il agit. Dans un silence solennel, il prépara un bain tiède, y versa quelques gouttes de l'huile à la lavande oubliée dans le placard depuis des années. Puis, doucement, il déshabilla sa fille, avec une tendresse maladroite mais sincère, comme un homme qui avait trop longtemps vécu loin de la douceur. Il la lava, patiemment, sans un mot. Il frotta la boue incrustée sur ses jambes maigres, démêla ses cheveux noués avec un vieux peigne qu'il avait acheté lors de sa dernière permission. Émilie ne disait rien. Mais ses yeux, brillants dans la vapeur du bain, ne le quittaient pas. Ensuite, il lui prépara à manger. Rien d'extraordinaire, du pain grillé,
des œufs brouillés, un verre de lait frais. Mais chaque geste était fait avec soin. Il la regardait manger comme s'il avait retrouvé un miracle, comme s'il redécouvrait ce que cela signifiait, être père. Puis, quand vint l'heure du coucher, il ne l'envoya pas dans une autre pièce. Il l'installa dans sa propre chambre, celle qu'il avait laissée en partant, encore pleine de souvenirs figés. Il lui lut une vieille histoire qu'elle adorait petite, La princesse aux étoiles, qu'il connaissait presque par cœur. À chaque page, la voix de James se brisait un peu, rattrapée par l'émotion. Quand elle ferma les yeux, il la couvrit d'une couverture douce, et lui glissa un dernier baiser sur le front. Mais il ne la quitta pas. Il s'assit à côté du lit, sur une vieille chaise en bois, et resta là, toute la nuit. Veillant sur elle comme un soldat en mission, mais cette fois, la mission était sacrée. Il la regarda dormir, écouta sa respiration lente, fragile. Il promit intérieurement que plus jamais elle ne serait seule. Le lendemain matin, alors que les volets de la ville s'ouvraient à peine, James fit quelque chose d'inattendu. Il s'habilla, mit sa casquette militaire, et se rendit à l'hôtel de ville. Sans faire de bruit. Sans grand discours. Il vendit son camion. Un vieux pick-up Ford rouillé, fidèle compagnon de route, souvenir d'années passées à traverser les États et les bases militaires. Il le laissa partir comme on se défait d'une peau ancienne. Puis, il retira toutes ses économies. Chaque dollar mis de côté pour un « après » hypothétique, il l'investit dans un projet que personne ne comprit tout de suite. Il fit raser la vieille porcherie. Pas par vengeance. Mais comme un acte de libération. Et à la place, sur ce même sol où sa fille avait cherché un abri, il fit construire un lieu magique. Un jardin. Mais pas n'importe quel jardin. Il fit venir un menuisier de Wichita, un paysagiste de Topeka, et lui-même mit la main à la pâte. Jour après jour, il planta, il cloua, il bâtit. Il tailla le bois, il peignit, il creusa. Il y mit son cœur, son histoire, et l'amour d'un père rachetant les années volées. Il y eut une cabane en bois, perchée dans un grand saule, peinte en bleu ciel, avec des rideaux cousus main. Un potager, qu'il cultiva avec Émilie, tomates, courges, basilic, fraises. Une balançoire, faite de cordes solides et de bois verni, suspendue entre deux vieux cerisiers. Un hamac, tissé à la main, entre deux érables. Et au centre du terrain, là où Émilie avait dormi contre un cochon sale, James fit installer une plaque de marbre blanc. Elle disait: ici, une enfant a trouvé l'oubli. Grâce à l'amour, elle a retrouvé la lumière. Et il nomma cet endroit, le jardin d'Émilie. Le temps passa. Émilie retrouva doucement la parole, d'abord par bribes, puis par phrases entières. Ses silences devinrent rires. Ses cauchemars devinrent histoire. Elle se remit à dessiner, à chanter, à courir dans le jardin. James, lui, tenait sa promesse. Il ne retourna jamais à l'armée. Il devint charpentier, un artisan des choses simples. Il construisit des bancs pour les écoles du comté, des lits pour les familles modestes, des cabanes pour les enfants en foyer. Il gagnait peu. Mais il avait tout. Ses soirées étaient des rituels, ils cuisinaient ensemble, regardaient les étoiles, plantaient des fleurs, lisaient des contes. Il devint pour Émilie un refuge, une ancre, une force tranquille. Des années plus tard, Émilie écrivit un livre. Elle l'intitula « L'enfant de la porcherie ». Un récit poignant, intime, profond. Un témoignage sur l'abandon, la solitude, mais surtout sur la résilience et l'amour d'un père. Le livre devint un phénomène. Il fut traduit en 17 langues, étudié dans les écoles, cité dans les conférences sur la parentalité et la psychologie de l'enfance. Émilie fut invitée sur des plateaux de télévision, dans des écoles, des universités. Et souvent, on lui posait la même question. Que diriez-vous à ceux qui vous ont oublié? Elle souriait toujours avant de répondre. Un sourire calme, profond, qui venait de loin. Je leur dirai merci. Parce que c'est en étant oublié que j'ai découvert l'amour inconditionnel d'un père. Des années plus tard, dans un amphithéâtre baigné de lumière à l'université de Columbia, une foule silencieuse retenait son souffle. Sur la scène, dans sa toge bleue et or, Emma Matthews s'avança lentement vers le pupitre. Son visage rayonnait de maturité, de force,
et d'une émotion contenue. Elle venait de recevoir, à seulement 28 ans, un doctorat en psychologie de l'enfant, avec les plus hautes distinctions. Dans les premières rangées, au milieu d'une mère de famille applaudissant leur diplômé, un homme aux cheveux grisonnants serrait un mouchoir dans ses mains tremblantes. C'était James Matthews. Vieilli, marqué par les années, mais toujours droit, toujours digne. Son regard ne quittait pas sa fille. Et son cœur battait à un rythme ancien, celui de la reconnaissance et de l'amour silencieux. Emma prit une grande inspiration. Elle regarda brièvement la salle, puis fixa un point précis, là où elle savait que son père se trouvait. Sa voix, d'abord hésitante, devint claire comme de l'eau de source. Il y a des histoires qui commencent dans la lumière, et d'autres dans la boue. Un murmure parcourut la salle. Mon histoire a commencé dans un trou, au fond d'un terrain vague, là où la pluie fait des flaques et le froid entre dans les os. J'avais 5 ans. Mon père et moi venions d'être chassés. Nous n'avions plus de maison. Plus de mère. Plus rien. Silence total. Mais il m'a tenue contre lui. Il m'a couverte de son manteau usé. Il ne m'a jamais dit que c'était fini. Il m'a toujours dit que ce n'était que le début. Une larme roula sur la joue de James. Il ne s'est jamais plaint. Il n'a jamais frappé le sol ni levé les poings contre le ciel. Il a reconstruit. Jour après jour. Clou après clou. Il m'a appris que l'on peut guérir, même quand tout semble mort en nous. Même après le rejet. Même après la honte. Elle marqua une pause. Sa voix trembla. Mais elle continua, les yeux brillants. Il est resté debout, quand d'autres se seraient effondrés. Il m'a offert l'éducation qu'il n'a jamais eue. Il m'a appris à lire sous les réverbères. Il a fait des sacrifices que je ne comprenais qu'en grandissant. Certains dans le public pleuraient désormais ouvertement. Emma poursuivit, avec une voix remplie d'amour. Il n'a pas crié. Il n'a pas haï. Il a aimé. Plus fort que l'oubli. Plus fort que l'injustice. Mon père est mon pilier. Mon abri. Mon modèle. Mon héros. Elle marqua un dernier silence, puis dit. Ce diplôme, je le lui dois. À lui seul. Elle montra discrètement du doigt la rangée où il se trouvait. James, figé sur son siège, sentit un flot irrépressible monter en lui. Il ne chercha pas à le contenir. Les larmes coulèrent librement sur ses joues tannées par les années de travail. Ce n'était pas de la honte. Ce n'était pas du regret. C'était de l'amour. Immense, indestructible. Comme un fleuve revenu à sa source. Lorsque la foule se leva pour applaudir, il resta assis, le visage dans les mains, priant silencieusement. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentit léger. Il avait vaincu. Pas par la force. Mais par l'amour.